Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de Santé Plus. Alors cette semaine, nous allons parler de la vaccination. Pourquoi? Parce que chaque année, depuis 2001, l'Organisation mondiale de la santé célèbre la semaine africaine de la vaccination conjointement avec la semaine mondiale de la vaccination. Le thème retenu cette année est « Les vaccins nous rapprochent ». Et l'objectif de cette initiative, c'est deux choses. Renforcer la confiance dans les vaccins pour maintenir et augmenter l'acceptation de la vaccination et accroître les investissements dans les vaccins, y compris dans la vaccination de routine en dehors de cette crise sanitaire que nous vivons tous. Alors nous avons la joie de recevoir le docteur Ousmane Badiane qui occupe un poste de directeur de la division Afrique depuis maintenant plus de 12 ans. Et donc, merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. J'aurais une première question à vous poser. Comment avez-vous décidé de vous engager dans cette initiative mondiale? Je suis, comme vous l'avez dit, coordonnateur du programme ELADIFI de vaccination du Sénégal et que le Sénégal s'est engagé dans cette initiative à l'instar des autres pays africains. Parce que le Sénégal est un pays de tradition de vaccination, parce que le programme existe depuis 1979 et fait partie quand même des programmes qui sont les plus performants en Afrique de l'Ouest, avec normalement 13 antigènes qu'on est en train d'annoncer dans la vaccination de routine. On a démarré aussi la vaccination anti-Covid depuis le mois de février, et comme le premier pays déjà aussi en Afrique de l'Ouest a démarré cette campagne de vaccination et qui se poursuit actuellement. Alors, Speak Up Africa, en coopération avec ses partenaires comme l'OMS, contribue à augmenter les niveaux de couverture vaccinale. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons aussi décidé de développer ce sujet cette semaine. Comment travaillez-vous avec eux sur le terrain? Effectivement, donc, dans le cadre de la stimulation de la demande de vaccination, donc dans le cadre de la mise en œuvre de notre plan stratégique de communication, nous collaborons avec certaines ONG, notamment Speak Up Africa, qui nous aident dans tout ce qui est communication institutionnelle et plaidoyer. Donc, nous travaillons avec Speak Up depuis plus de 3 ans. Donc, nous avons eu à réaliser beaucoup d'activités sur le terrain, notamment des enquêtes de perception, donc ce qu'on appelle communément les enquêtes CAP. Nous avons eu à mener des activités de plaidoyer au niveau des institutions, donc surtout au niveau de l'Assemblée nationale, envers les députés, donc pour la mobilisation des ressources. Nous sommes en train de préparer une vidéo institutionnelle qui va faire le plaidoyer aussi, qu'on va diffuser au niveau des médias pour le plaidoyer pour le financement de la vaccination. Alors l'un des objectifs de cette campagne, c'est de renforcer la confiance dans les vaccins pour maintenir, augmenter l'acceptation de la vaccination. Est-ce que vous pouvez nous faire le point là, de l'état d'acceptation de la vaccination en Afrique? Là, effectivement, donc ces dernières années, quand même, il y a eu beaucoup de problèmes dans ce domaine-là d'acceptation des vaccins. Comme vous le savez, le problème ne vient pas de l'Afrique. Mais avec maintenant les médias sociaux, les réseaux sociaux et tout ce qui est nouvelles technologies de communication, donc il y a eu vraiment une diffusion de fausses nouvelles sur la vaccination provenant essentiellement des pays occidentaux. Et ces messages sont maintenant véhiculés dans tous les réseaux sociaux qui font qu'il y a quand même de plus en plus d'hésitation et de réticence par rapport à cette vaccination. Donc, on a eu à connaître vraiment des crises, carrément, quand on introduisait, par exemple, le vaccin contre le cancer du col de l'utérus, c'était carrément une crise communicationnelle liée à ces rumeurs qui sont venues d'ailleurs, mais qui continuent maintenant à se propager. Alors, le programme 2021 de la Semaine mondiale de la vaccination, c'est « Les vaccins nous rapprochent ». Docteur, pouvez-vous nous expliquer comment au Sénégal, vous mettez en place des actions justement pour améliorer l'acceptation de la vaccination auprès des citoyens?
Donc, au Sénégal, nous avons, dans le cadre de la vaccination de routine, un plan stratégique de communication. Donc, il y a plusieurs composantes. Et dans ces composantes, il y a un volet stimulation de la demande, donc des actions dirigées auprès des populations pour augmenter la demande de vaccination, mais aussi augmenter la confiance au vaccin. Donc, c'est un plan qu'on est en train de dérouler depuis 2018 et qui suit son cours et qui est appuyé par même Speak Up Africa et d'autres ONG. Combien de personnes sont mobilisées? Combien de professionnels de santé? Combien de bénévoles? Et s'il y a des infirmières ou bien d'autres personnels médicaux? Bon, nous avons un programme déjà très bien structuré. Donc, nous avons actuellement environ 1700, un peu plus de 1700 unités de vaccination réparties sur l'ensemble du territoire sénégalais. Et au niveau de ces unités, quand même, c'est des équipes qui travaillent ensemble. Et dans ces équipes-là, c'est des équipes multidisciplinaires. Donc, ceux qui administrent les vaccins, c'est forcément des agents de santé qualifiés, soit des infirmiers, des sages-femmes ou des infirmiers. Mais ils sont appuyés souvent par le personnel communautaire qui se charge de tout ce qui est volet sensibilisation, suivi des enfants et recherche des irréguliers pour la vaccination. Et quel est le coût de la vaccination? Est-ce que c'est entièrement pris en charge par l'État ou les particuliers doivent contribuer à ce coût? Pour les bénéficiaires, au Sénégal, la vaccination elle est gratuite. Mais c'est sûr que si c'est gratuit pour les bénéficiaires, c'est qu'il y a des gens qui payent derrière. Donc, en réalité, pour l'acquisition des vaccins, nous sommes un pays à revenu intermédiaire. Donc, nous sommes un pays qui est soutenu par l'Alliance Gavi pour l'achat des vaccins. Donc, actuellement, c'est un système de cofinancement. Donc, l'État achète tout ce qui est vaccin traditionnel et paye le cofinancement pour ce qu'on appelle les nouveaux vaccins. Et ce cofinancement-là, c'est entre l'État et Gavi. Maintenant, pour les coûts opérationnels aussi, l'État participe dans les coûts opérationnels. Nous avons d'autres partenaires, tels que l'OMS, l'UNICEF, mais aussi Gavi à travers le système de renforcement, le projet de renforcement du système de santé, qui contribue aussi à ces coûts opérationnels, en plus maintenant des collectivités locales et de la communauté. Mais pour les bénéficiaires, ça reste gratuit. Y a-t-il des tranches d'âge où c'est plus difficile de convaincre la population? J'imagine que les parents emmènent leurs petits-enfants se faire vacciner, mais quelles sont les tranches d'âge qui posent problème chez les hommes et chez les femmes? Bon, pour la vaccination de routine, nous travaillons essentiellement sur 3 tranches d'âge. Donc, les moins de 2 ans, là, il n'y a pratiquement pas de problème. Mais là où on a des problèmes, c'est chez les préadolescentes, donc les filles de 9 ans, donc, qui sont souvent à l'école ou bien dans la communauté. Et il y a les femmes enceintes. Donc, aussi bien pour les femmes enceintes que pour les enfants, les petits-enfants, on n'a pas de problème. Mais là où le but un peu sur des problèmes, c'est au niveau des préadolescentes. Et aussi dans les campagnes de masse, c'est souvent ces adolescents ou ces adultes jeunes-là qui sont les plus difficiles à atteindre. Et quels sont les vaccins qui sont normalement distribués, là, dont vous vous servez en première intention dans cette campagne? De façon, parce que nous, en fait, on a un programme de routine. Ce n'est pas effectivement une campagne, mais c'est une vaccination de routine. Et dans la vaccination de routine, actuellement, on a mis 14 antigènes qui sont administrés à travers 11 vaccins. Donc, ces 11 vaccins sont administrés régulièrement sur l'ensemble du territoire en fonction maintenant des personnes qui sont ciblées. Comme je l'ai dit, c'est les enfants de moins de 2 ans, les femmes en âge de procréer et les préadolescentes de 9-10 ans. Alors, au-delà de cette vaccination de routine, comme tous les pays du monde, au Sénégal, vous avez été confronté au virus du Covid-19. Avez-vous des vaccins? Quelle est la stratégie vaccinale pour enrayer cette pandémie? Effectivement, le Sénégal s'est inscrit dans cette vaccination anti-Covid depuis le début. Donc, et nous faisons partie des premiers pays en Afrique à avoir introduit le vaccin anti-Covid. Nous sommes presque le premier pays en Afrique de l'Ouest à commencer cette vaccination. Et actuellement, nous avons utilisé 2 vaccins. Le premier, c'était le vaccin Sinopharm, le vaccin chinois.
Et actuellement aussi, nous utilisons le vaccin de l'Université d'Oxford, donc le vaccin AstraZeneca. Dans un premier temps, on avait ciblé le personnel de santé et dans un second temps, les personnes âgées vivant avec des comorbidités. Actuellement, la vaccination a été élargie à toutes les cibles qui veulent se faire vacciner en fonction de la disponibilité des vaccins. Et quelles sont les statistiques que vous avez pour le moment sur la pandémie dans votre pays, sur le nombre de personnes qui sont infectées et le nombre de décès jusqu'à présent? Je n'ai pas les chiffres en tête, mais le nombre de décès, c'est un peu plus de 1000 décès qu'on a enregistrés depuis le début de la pandémie. Et par rapport à la vaccination, à la date d'hier, on a pu vacciner un peu plus de 410 000 personnes qui ont reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid. Et ce sont des personnes, les victimes, les personnes qui sont concernées, c'est plutôt dans le milieu urbain ou est-ce que la pandémie se fait sentir également en dehors des centres urbains? Les zones de concentration, c'est vrai, c'est les zones urbaines, hein, surtout la région de Dakar, mais on a eu des cas un peu partout dans le pays. Mais la vaccination, dès le début, a été décentralisée et le vaccin a été disponible en même temps partout. Qu'est-ce que vous avez appris, puisque vous avez une large expérience du sujet de la vaccination, qu'est-ce que cette crise vous a appris et qu'est-ce que vous n'allez certainement pas refaire dans une prochaine pandémie? De toute façon, cette crise, dès le début de la crise, les gens ont pensé à la vaccination. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup d'émotionnel dans la gestion de la crise de manière générale, mais aussi dans la gestion de cette vaccination. Et qui a fait que, quand même, il y a eu beaucoup. On a voulu faire croire aux gens que cette vaccination était une vaccination particulière, alors qu'en réalité, c'est une vaccination comme toutes les autres vaccinations. Malheureusement, ça a fait qu'il y a eu beaucoup de bruit autour de cette vaccination. Et il y a eu, quand même, ça a amené les gens à être un peu réticents donc, par rapport à cette vaccination-là. Les gens ont parlé de campagne de vaccination, mais je pense que c'est un terme qu'on n'aurait pas dû utiliser dans notre contexte parce qu'en réalité, le terme de campagne a été utilisé au sens figuré parce qu'une campagne, c'est souvent sur une durée courte. Alors qu'ici, on ne sait même pas quand est-ce que cette vaccination va terminer. On sait quand ça a commencé, mais on ne sait pas quand ça va terminer. Donc, ça peut pas être une campagne de vaccination. C'est carrément une introduction d'un nouveau vaccin comme les autres nouveaux vaccins du programme. Mais malheureusement, ça a été entouré de beaucoup de bruit, surtout beaucoup de rumeurs par rapport au développement des vaccins, par rapport au processus de nouveaux procédés qui ont permis de développer des vaccins rapidement. Et le plus souvent aussi, c'est des scientifiques qui sont montés au créneau pour discréditer un peu ces vaccins-là, ce qui rend un peu perplexe la population. Et il y a beaucoup actuellement qui hésitent jusqu'à présent à se faire vacciner. Alors justement, à propos de ces rumeurs, je rappelle quelques chiffres terrifiants. Plus de 30 millions d'enfants africains de moins de 5 ans tombent malades. 500 000 d'entre eux décèdent des suites de maladies à prévention vaccinale. Ça fait 58% de la mortalité mondiale totale imputable à ces maladies. Et la couverture vaccinale n'a pas progressé au rythme de la croissance démographique. Et elle se situe toujours à 76% dans la région africaine, qui est bien en deçà de l'objectif officiellement fixé par l'OMS, qui est à 90%. Alors revenons sur ces rumeurs. Vous êtes sur place, vous êtes un grand spécialiste de toutes ces questions. Ces rumeurs, est-ce qu'en Afrique, les rumeurs ont une origine différente de ce qu'on trouve en Occident, ou c'est en général des choses sans aucun fondement qui sont relayées par les réseaux sociaux? Bon, il faut savoir qu'il y a deux phases. Il y a, avant l'avènement des réseaux sociaux, quand même, on avait quand même quelques rumeurs en Afrique, mais pas de cette ampleur qu'on a actuellement. Et ces rumeurs, c'était souvent sur des arguments non fondés. Surtout, la principale rumeur, c'était qu'on voulait stériliser les enfants en les vaccinant. Mais ça n'avait pas impacté globalement sur les programmes de vaccination. Ce qu'il faut reconnaître aussi, c'est que jusqu'à présent, ces niveaux de couverture-là qu'on a en Afrique étaient faibles avant la pandémie. Donc, ces 76%-là, c'est bien avant qu'on ait la pandémie. Et que l'expérience qu'on a au Sénégal, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'impact du Covid s'est fait sentir un peu au début de la pandémie sur la vaccination de routine, mais rapidement, les choses sont redevenues normales. Donc, actuellement, on ne peut même pas dire que la pandémie a un impact négatif
sur les couvertures vaccinales, surtout ici au Sénégal. Sauf, par exemple, pour le vaccin contre le cancer du col, où la stratégie essentielle était une stratégie scolaire, et que lors de la pandémie l'année dernière, on avait fermé toutes les écoles, donc on n'a pas pu dérouler ces stratégies. Et cette année, on avait commencé avec l'ouverture des écoles, mais rapidement aussi, il y a l'introduction du vaccin anti-Covid qui a fait que toutes les équipes maintenant sont concentrées sur cette vaccination et n'ont pas mené effectivement ces activités au niveau des écoles. Mais globalement, dans les vaccinations de routine, comme avec les antigènes traceurs, qui est surtout le DTC3, on est à niveau de couverture comparable aux dernières années. Maintenant, avec l'événement des réseaux sociaux, les rumeurs actuellement en Afrique, c'est des choses qui viennent d'ailleurs. Donc, ils font que relayer ce que les gens racontent au niveau des pays occidentaux avec souvent des arguments scientifiques. Parce qu'en fait, pour ce qui est grave maintenant, c'est que pour faire passer les rumeurs, il faut qu'on les habille avec des arguments scientifiques. Et ces arguments scientifiques-là, c'est bien souvent des pays occidentaux, avec bien des vidéos à l'appui, des scientifiques qui parlent avec des argumentaires scientifiques qui, si on n'est pas bien avisé, on ne pourra pas quand même faire la différence entre la vérité et ce qui n'est pas vrai dans ces vidéos-là. Et ça amène les populations à être de plus en plus réticentes. Mais de manière générale, ils le sont pour tous les autres types de vaccination. Mais pour la vaccination de routine, ce qu'on voit jusqu'à présent, c'est que les parents, quand même, continuent à amener les enfants à la vaccination parce qu'ils ont confiance à ces vaccins-là, parce qu'ils ont vu l'effet que ces vaccins-là ont eu sur l'impact que ces vaccins-là ont eu sur les maladies infantiles qui étaient jadis très invalidantes et meurtrières. On comprend bien l'importance et l'intérêt des programmes d'éducation à la santé. Alors, quand les écoles vont pouvoir fonctionner normalement, quelles actions précises mettez-vous en place? Quel est le message que vous passez aux enfants et quel est le message que vous passez aux parents? Oui, dans le cadre de la vaccination scolaire, on travaille avec ce qu'on appelle la division du contrôle médical scolaire. Et il y a une collaboration entre le ministère de l'Éducation et le ministère de la Santé. Il y a un programme de communication qu'on déroule au niveau des écoles. Il y a aussi des programmes de formation à l'intention des enseignants. Donc, il y a un paquet d'activités que nous menons. Maintenant, pour atteindre les parents, là, on passe par la communauté. Donc, c'est des messages au niveau par la communication interpersonnelle avec ce qu'on appelle les relais communautaires qui vont faire des visites à domicile pour expliquer, vérifier l'état vaccinal des enfants, mais expliquer aussi l'importance de la vaccination des parents, mais aussi on utilise des médias. Donc on fait des spots, des panneaux publicitaires, des affiches pour pouvoir atteindre ces populations-là et les sensibiliser. Est-ce que vous avez des exemples en tête d'autres pays africains? Est-ce que c'est partout à peu près la même situation qu'au Sénégal, ou le Sénégal est quand même peut-être plus avancé dans les programmes de vaccination que d'autres? Bon, en Afrique, ce qu'il faut dire que les programmes ne sont pas au même niveau. Hein, donc, il y a des pays qui sont en avance, il y a des pays qui sont encore, comme permettez-moi de dire, à la traîne. Mais je pense que globalement, les programmes font quand même beaucoup d'efforts. Et c'est vrai que le programme du Sénégal est classé parmi les programmes les plus performants parce que nous sommes au-dessus de la moyenne africaine de couverture. Vous parlez de 76%, mais nous, on est dépassé pour ces indicateurs, ces indicateurs traceurs, nous sommes à plus de 90% de couverture, donc on peut dire qu'on a atteint l'objectif pour ces couvertures-là. Mais ce n'est pas le cas quand même pour beaucoup de pays, surtout les pays qui nous entourent. Ce qui fait que de plus en plus, nous subissons les contre-coups de ça, parce qu'on a souvent des cas de maladies évitables par la vaccination qui sont importés de ces pays-là limitrophes. Quelle est la raison principale qui mène à cette situation de déséquilibre entre les pays et donc d'une contamination qui continue? Lorsque vous allez à l'OMS, quels sont les problèmes qui sont remontés par les pays qui ont plus de mal que d'autres? Qu'est-ce qui les empêche en fait d'agir?
Donc, en fait, cette différence sur la vaccination n'est pas seulement spécifique à la vaccination. Donc, il y a tout un contexte géopolitique. Hein. Donc, sur le plan politique, les pays ne sont pas au même niveau. Sur le plan économique, les pays ne sont pas au même niveau. Sur le plan aussi de l'engagement politique aussi, les gens ne sont pas au même niveau. Donc, c'est beaucoup de facteurs qui peuvent contribuer à ces disparités-là d'un pays à un autre. Donc, si vous êtes dans un pays où il y a un conflit, ce n'est pas la même chose que vous êtes dans un pays stable. Si vous êtes dans un pays avec beaucoup de zones inaccessibles, avec un relief hostile, ce n'est pas la même chose. Si les autorités politiques aussi, l'engagement politique en faveur de la vaccination peut différer d'un pays à un autre, même le financement, la disponibilité des ressources aussi peut amener ces différences. Mais globalement, en fait, je pense que ce qui fait surtout la différence, c'est l'engagement politique au niveau de l'État, la situation sécuritaire au niveau du pays, mais aussi l'engagement des personnels de santé et l'adhésion maintenant des populations. Et comment jugez-vous le rôle de l'OMS actuellement, qui a été très contesté au début de l'épidémie? Vous pensez que l'OMS s'est remise à niveau maintenant pour la lutte contre l'épidémie, la pandémie? Bon, de toute façon, l'OMS a un rôle important à jouer, mais c'est quand même l'OMS, c'est les pays, hein, donc je ne pense pas qu'il faut individualiser l'OMS parce que l'OMS est constituée par les pays. L'Assemblée générale, c'est le ministère de la Santé des pays. Tous les experts qui sont à l'OMS viennent des pays. Donc, c'est des experts qui donnent des avis sur des questions, mais peuvent parfois ne pas donner le bon avis, mais ce n'est pas délibéré. Donc, je pense que même s'ils se trompent, ils se trompent de bonne foi, mais que leur apport quand même est plus important que la part d'erreurs qui peut émaner, par exemple, de quelques actions. Donc, je pense que c'est tout à fait humain. Donc, c'est des gens pas parfaits, donc je pense qu'il faut quand même leur concéder le fait que sur certaines questions, ils peuvent quand même se tromper, mais de toute façon, c'est des choses qu'ils corrigent rapidement. Donc, je pense qu'ils sont en train de reprendre même de la poil du bec et que, voilà, nous, c'est des gens qui nous appuient beaucoup dans la vaccination. Alors, cher docteur, merci pour chacun de vos éclairages et puis un message aux téléspectateurs. Donc, ne croyez pas les rumeurs sur les réseaux sociaux. Profitez des informations qui vous sont apportées par les ONG comme Speak Up Africa et par les campagnes d'information qui visent à vous aider au quotidien à comprendre, mais aussi à mieux prendre en charge vous-même et vos enfants. Merci beaucoup, Dr Badiane, et à très bientôt sur Santé Plus. Merci.